Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonjour, amis téléspectateurs de MCM TV du Sénégal et de la diaspora. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans votre émission Domoussine, M. Boubacar Mbodj, ministre conseiller du président de la République en charge de l'énergie et des questions environnementales. C'est parti pour votre émission. À la présentation, Matar Diouf, à la caméra Bamba Mission, réalisation Papito Lolo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Diouf. Comment vous allez? Ça va, ça va. Alhamdulillah. Très bien, merci. Est-ce qu'on peut savoir qui est M. Boubacar Mbodj que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui? Merci beaucoup. Donc, je suis M. Mbodj Boubacar, donc né ici à Fatick, au quartier Ndiaye, où j'ai grandi et fait mes premiers pas à l'école, ici à l'école Ndiaye à l'époque, hein, d'accord, où j'ai fait mon primaire. Après l'entrée en 6e, donc je suis allé au seul collège qui existait à Fatick à l'époque, près du marché, qui s'appelait Koumando Fendiouf, je crois, collège du Sine, on l'appelait en tout cas. Et donc c'est là où j'ai fait mes études secondaires jusqu'en 3e, pour ensuite aller les continuer, faire mon bac au lycée Limamoulaye. J'étais un peu doué en maths et en physique. C'est pourquoi, après avoir eu mon brevet ici, à l'époque mon BFM, on m'a orienté en série E, série scientifique, technique et technologique, au lycée Limamoulaye de Guédiawaye, où j'ai eu aussi l'ultime honneur de partager la classe avec deux actuels ministres du gouvernement, M. Aly Ngouille Ndiaye, d'une part, et ensuite Mamadou Talla, actuel ministre des collectivités territoriales. Mais auparavant, ici à Fatick, j'ai eu aussi l'honneur et l'insigne honneur et, disons, le privilège de partager la classe avec M. le Président de la République, de la 6e à la 3e. Et donc, on était dans un groupe d'élèves, à l'époque, avec un encadrement assez exceptionnel. Des enseignants très motivés, dont je peux citer, parmi lesquels je peux citer M. Kébé Ndiaye, M. Lee, prof d'histoire-géographie, Andrew, qui était notre prof de français, et puis une dame aussi américaine coopérante qui s'appelait Madame Durham. Voilà, donc il y a d'autres collègues aussi, les Ismaël Dien, actuel PCA de la NACIM, était aussi de la promotion, Mansour Ndiaye Jo, El Ajdar, on était vraiment, Pape Boufal qui était après sous-préfet, donc, et puis d'autres, Sanou Faye, des gens qui venaient des villages alentours. Donc c'était une belle couvée d'écoliers à l'époque, malgré que les conditions n'étaient pas les meilleures. On a pu quand même continuer notre chemin. Et après donc le baccalauréat donc je suis allé par curiosité faire des mathématiques. Et donc j'ai été intégré à la fac, où j'ai eu aussi un passage, on va dire, syndical, où j'ai quand même été très en vue dans le mouvement syndical étudiant, la coordination des étudiants de Dakar à l'époque. Voilà. Mais ça ne m'empêchait pas un peu d'avoir comme objectif fondamental, en dépit de cette activité syndicale, de pouvoir parachever mes études. Donc après une maîtrise, je suis allé en Europe, et là j'ai fait un DEA et puis ensuite un doctorat en mécanique. Pourquoi la mécanique? Parce que c'est une matière aussi où j'avais des dispositions réelles. Et puis j'ai voulu aussi embrasser, après avoir engrangé quelques bagages théoriques en mathématiques, vouloir faire quelque chose d'un peu plus pratique. Et donc c'est au cours de ce doctorat que j'ai eu donc à rencontrer l'énergie, notamment à travers une bourse qui m'a été donnée par Valeo pour regarder un peu la durée de vie
des transformateurs à haute induction magnétique, on va dire. Voilà. Donc après mon doctorat, je suis revenu ici pour aller enseigner à l'UGB, où j'ai fait 3 ans, pour ensuite retourner en France faire un postdoc, des études postdoctorales à l'école polytechnique de Paris, Palaiseau. Je suis revenu au Sénégal pour me réengager à la fac de sciences, et au bout de 3 ans, je suis reparti encore à l'INSA de Lyon pour faire d'autres études postdoctorales. Et voilà, et enfin retour définitif au pays, où j'ai été engagé par la coopération norvégienne au Centre de gestion de la qualité de l'air, où j'ai été le premier, travailleur, la première personne à fréquenter Alors ce projet est très important parce qu'à l'époque, les niveaux de pollution, encore aujourd'hui aussi, hein, et on verra quand on reviendra sur les questions de transport, notamment les mobilités propres, avec le TER, le BRT, qui n'émettent pas du tout de polluants. Le niveau de polluants à Dakar, de la pollution, est régulièrement dépassé par les normes OMS. Et donc le Fonds nordique de développement a voulu doter le Sénégal, à l'instar de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Afrique du Sud, d'un centre de gestion de la qualité de l'air qui monitore les niveaux des émissions de polluants dans la ville. Voilà. Et donc après l'environnement, l'alternance est advenue en 2012. Et donc j'ai été le conseiller technique numéro 1 du ministre de l'Énergie, qui est aussi mon ami et promotionnaire Ali Ndiaye. Et donc on a eu, entre autres, à inaugurer l'ère des centrales solaires, des grandes centrales solaires, et de l'incorporation des énergies propres dans le mix énergétique du Sénégal. Alors ça, c'était entre 2012 et 2014. Et en 2014, j'ai rejoint le cabinet du président de la République, qui est donc un ami, un frère, parce que c'est depuis l'âge de 8 ans qu'on se connaît au quartier Escale, où j'ai fait 3 ans d'apprentissage coranique. Et donc, ça a été un grand plaisir d'être à ses côtés, en m'occupant essentiellement d'énergie et d'environnement. Et ça a été aussi une grande expérience pour moi. Et je crois que plus tard, nous pourrons revenir sur ces aspects importants du magistère du président de la République. Ok. Donc, merci M. Mbodj. Vous avez dit que vous avez intégré le cabinet du président depuis 2014, en charge de l'énergie et de l'environnement. Donc, au cours de cette émission, nous allons parler à bâton rompu du magistère du président Macky Sall dans beaucoup de domaines, la politique, le social, l'économie, etc. Mais on va commencer par le domaine qui vous concerne, ça veut dire l'énergie. Au Sénégal, nous avons la chance de découvrir du gaz, du pétrole, du phosphate et tant d'autres. Même s'il y a des gens qui disent que ça excède depuis. Mais on a eu la chance que ces ressources sont visibles ou bien sont devenues connues sous l'ère Macky Sall. Je ne sais pas si c'est la chance ou bien la baraka. Mais pensez-vous que l'exploitation rationnelle de ces énergies pourra accompagner le vœu du président Macky Sall qui pour un Sénégal émergent? Merci beaucoup. Je commencerai d'abord par la question subsidiaire. Est-ce que l'avènement du pétrole et du gaz qui a correspondu avec, disons, l'élection du président de la République est une chance ou pas? Vous savez, le président est un géologue. Il a été DG de Petrosen avant. Il a été aussi ministre de l'énergie. Et sûrement, sa connaissance fine du milieu et du secteur ont sûrement joué. Parce que vous savez, quand vous faites des investissements ou quand vous poussez les équipes gouvernementales à aller dans une direction ou dans une autre, c'est en fonction de l'intérêt stratégique que vous accordez à ce secteur. Et donc moi je pense qu'effectivement ça a joué. Mais c'est vrai que le pétrole et le gaz, ainsi que les autres minerais, que ce soit l'or, que ce soit les autres minerais découverts au Sénégal, sont des formations géologiques qui datent de très longtemps, peut-être des milliers d'années. Bon, il faut faire un travail pour les découvrir. Et donc, la deuxième question, c'est de savoir est-ce que l'exploitation de ces ressources pourrait permettre au Sénégal d'atteindre son objectif fondamental, qui est l'émergence du pays. Si nous travaillons, c'est la condition, si nous travaillons d'arrache-pied,
si nous travaillons durement et si nous utilisons également les expériences vécues ça et là. Parce que le pétrole, quand on parle de malédiction du pétrole, justement c'est parce que c'est une activité économique qui est, disons, un peu... on dit que c'est une activité, c'est une économie d'enclave. C'est-à-dire que c'est de grands capitaux détenus par quelques groupes qui investissent beaucoup d'argent. Et le secteur du pétrole et du gaz dans l'économie, son impact dans l'économie, si on ne prend pas garde, peut donner des effets inverses, néfastes, parce que le rayonnement attendu de ces richesses et leur impact sur toute la société peut ne pas être tout de suite apparent, ou même ne pas apparaître. Il y a eu beaucoup d'expériences dans le monde où des pays ont découvert des gisements de gaz et de pétrole et ont vu une partie de la population s'enrichir davantage et la plus grande majorité rester dans la pauvreté. Alors nous avons des exemples en Afrique, on ne va pas les citer ici, pour des raisons de convenance, mais ça c'est un problème. Mais je pense que si vous regardez très bien, l'énergie, c'est un input fondamental dans l'économie. Tous les secteurs économiques ont besoin d'énergie pour fonctionner. Que ce soit les activités de service dans les bureaux. Si vous êtes dans un pays où toutes les heures ou tous les 3 heures de temps, disons, l'énergie est coupée, si vous êtes dans un pays où les usines en plein fonctionnement sont obligées de s'arrêter brutalement parce que l'énergie arrivait à manquer, si vous êtes dans un pays où dans les hôpitaux, tout d'un coup le courant est coupé et donc créant des problèmes graves, parfois dramatiques. On l'a connu en 2011, où nous avons eu dans les morgues des situations insoutenables au plan humain, parce qu'il n'y avait plus d'énergie, de courant pour conserver certains corps qui ne pouvaient pas être enlevés. Donc l'économie est donc un facteur essentiel, important et même capital pour toute économie, et pour toute économie moderne en particulier. Donc si nous arrivons aujourd'hui à valoriser ces ressources naturelles, nous pouvons effectivement faire de grands bonds au niveau de notre économie, au niveau de notre marche vers l'émergence. Mais ça passe par, disons, beaucoup de conditions. Le président de la République, pendant ces 5-6 années, a convoqué plusieurs fois les secteurs économiques, les acteurs économiques, pardon, que ce soit le secteur privé, que ce soit les opérateurs eux-mêmes, que ce soit la société civile, à un dialogue permanent autour de ces ressources naturelles pour pouvoir en tirer le maximum de profit et éviter, comme je l'ai dit, certains travers qu'on a connus dans certains pays. Alors, donc il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées et moi j'en citerai tout simplement 2 ou 3. La première, c'est la loi sur nos contenus locaux. En quelque sorte, comment nous allons encadrer cette activité pour que les impacts attendus dans les autres secteurs de l'économie puissent être maximisés. Voilà. C'est-à-dire que pour que les ressources financières générées dans l'activité pétrolière et gazière ne restent pas seulement entre les mains d'une partie de la population. Voilà. Mais de l'opérateur économique jusqu'aux paysans, qu'on regarde comment on peut faire. Et ça, la loi a prévu des régimes, 3 régimes. Le régime exclusif, c'est des services et des biens rendus aux opérateurs que peuvent faire que les entreprises sénégalaises. Le régime mixte, où on peut s'allier avec une entreprise étrangère. Et enfin, le régime libre. Et dans le régime libre, c'est souvent des activités dont notre niveau de développement technologique ne permet pas. Alors, si on vous demandait aujourd'hui de trouver une entreprise sénégalaise qui va placer des tuyaux à 3000 mètres en dessous de la mer, évidemment, vous ne le trouverez pas. Donc, il y a des activités que nous ne pouvons pas réellement. Alors, ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la loi de répartition des revenus pétroliers. Quand les ressources vont arriver, comment on va les répartir dans l'économie? Alors, les sommes attendues d'ici 2025 vont tourner autour de 880 milliards de francs CFA. Et ces ressources, globalement, vont être divisées en 3 parties. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, 1 tiers, c'est pour nos objectifs de développement. Le PUDC, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'éducation, la santé, ainsi de suite. Il y aura un autre tiers qui est réservé un peu, disons, aux
comment dire encore, l'autre tiers est réservé un peu aux générations futures. Parce que c'est une ressource qui est là. Alors, nous pouvons en jouir, mais évidemment, nos enfants aussi et les petits-enfants, voilà, devraient pouvoir effectivement en jouir. Et l'autre, c'est un fonds de stabilisation, l'autre tiers restant. Alors, le fonds de stabilisation, vous savez que l'industrie pétrolière et gazière, les marchés pétroliers et gaziers sont des marchés très fluctuants. Hein? Vous pouvez avoir aujourd'hui un baril à $40, le lendemain il peut chuter à $30 ou à $50, ainsi de suite. Alors, quand vous comptez sur ces ressources et qu'il y a un repli des marchés, ce qui se passe, c'est que si vous comptez exclusivement sur ces ressources, vous allez vous retrouver avec des difficultés au plan économique. Puisque, voilà, une guerre est déclenchée au Moyen-Orient ou ailleurs, comme c'est le cas aujourd'hui, hein, on a vu les difficultés que les Européens ont aujourd'hui pour accéder au gaz. Parce que leur principale source de revenus, en tout cas une des principales sources, était la Russie. Maintenant que les Russes ont fermé les robinets, vous voyez que l'Europe a beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc le fonds de stabilisation va permettre, quand les marchés vont être dans leur plus bas niveau, de pouvoir donc secourir notre économie nationale. Hein? Alors donc il y a d'autres lois, notamment la loi gazière, et cette loi je la trouve importante. Parce que si nous travaillons bien, le gaz peut être le moteur d'une économie au Sénégal, de notre économie, avec une croissance à 2 chiffres. Je rappelle que depuis que le président de la République est là, nous avons eu d'excellents taux de croissance qui ont avoisiné, au meilleur des cas, dans les 7%, 7,5%. Ensuite, à cause de la Covid, c'est descendu à 3%. Alors, mais si nous avons le gaz, le premier objectif que nous voulons atteindre, c'est d'avoir des coûts de production très bas à cause des facteurs énergie. Je vous ai dit tout à l'heure, tantôt, que toutes les activités humaines utilisent l'énergie. Alors, si les industriels savent que, au lieu de 120 francs ou de 80 francs le kilowattheure au Sénégal, ils peuvent avoir de l'électricité à 60 francs le kilowattheure, évidemment, c'est un bon point pour notre économie. Disons, c'est quelque chose, une attractivité de notre économie qui va permettre que quand un investisseur vient en Afrique de l'Ouest, veut faire une production de tel ou tel objet, il va regarder Côte d'Ivoire, il va regarder Mali, Sénégal, parce qu'on est au niveau de la CEDEAO. Vous pouvez produire ici et vendre sans taxe de douane dans toute la CEDEAO. Alors, il va comparer les facteurs de production. S'il voit que l'énergie coûte moins cher au Sénégal, évidemment, il va avoir tendance à venir s'installer ici. Premier objectif, c'est donc rendre notre économie beaucoup plus compétitive, avec des coûts de production qui sont en fait les plus avantageux possibles pour les industriels, pour les investisseurs. Alors, deuxième objectif, c'est un peu, et ce n'est pas le moindre, avoir une source d'énergie, un combustible à la disposition de la production d'électricité qui est sur place et qui est très compétitif par rapport au fioul. Je rappelle que les énergies, du point de vue coût, vous avez en bas le charbon qui coûte le moins cher, mais qui est une énergie très polluante. Ensuite, vous avez le gaz qui arrive, et ensuite vous avez le fioul, et un peu entre les deux, vous avez les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien. Donc, ça va permettre d'atteindre cet objectif. Disons que Sénélec n'est plus à dépenser par an plus de 400 milliards de francs CFA pour acheter du combustible à l'extérieur. Ça va être un grand bond et un grand bol d'air pour notre économie. Puisque aujourd'hui, les centrales de Sénélec fonctionnent avec du fioul, mais qu'on va acheter à l'extérieur. Si nous avons maintenant du gaz et du pétrole disponible, évidemment, vous voyez le bénéfice que ce sera pour Sénélec. Et enfin, il faut que l'arrivée du pétrole et du gaz puisse impacter tout le monde, y compris les ménages, qui se plaignent aussi de la cherté de l'énergie au Sénégal. Alors, à ce propos, le programme Gaz to Power a été conçu. Le fioul dont j'ai parlé tout à l'heure, l'essentiel des centrales, à part la C4 et puis aussi peut-être Contour Global, toutes les centrales de Sénélec marchent avec du fioul. Comme le gaz est le combustible le moins cher, donc il y a un programme qui s'appelle Gaz to Power qui consiste à transformer
les centrales de Sénélec pour qu'ils soient, soit qu'ils marchent au gaz, soit qu'ils soient dual fuel. Okay. C'est-à-dire qu'ils marchent aussi bien au gaz, effectivement, qu'au fuel. Alors, ça va permettre quoi? Ça va permettre que chaque Sénégalais, dans son ménage, puisse sentir l'arrivée du gaz et du pétrole. Puisqu'il va voir que s'il payait une facture de 80 000 francs, cette facture-là va tomber, allez, on va dire, à 50 000 francs ou à 45 000 francs. Parce que les facteurs de production auront été largement baissés à cause de l'utilisation du gaz. Donc voilà en gros. Mais je pense que le gaz et le pétrole aussi ont rendu beaucoup de nations prospères. Les nations du Golfe. Mais plus proches de nous, nous avons des pays comme l'Algérie qui exploitent le gaz depuis 30-40 ans maintenant. Nous avons le Ghana, nous avons le Nigeria qui est le premier producteur de gaz en Afrique. Alors, ce qui est attendu, c'est que notre pays puisse s'appuyer sur ces ressources pour garantir sa prospérité économique. Mais comme je l'ai dit, ça demande du travail. Alors, première chose, il faudrait que cette économie-là, cette industrie pétrolière et gazière, les gens qui travaillent là-dedans, au fur et à mesure, soient du personnel local. Mais ça c'est dans le long terme. Le président de la République a eu l'inspiration de créer l'INPG, l'Institut national du pétrole et du gaz, où on est en train de former des gens qui vont occuper, disons, des postes de responsabilité là-dedans. Il y a l'aspect amont, extraire le gaz de la terre. Il y a l'aspect intermédiaire, c'est le transformer, le raffiner. Et puis il y a l'aspect aval, qui consiste à valoriser et transformer ces produits-là. Puisque vous savez que le plastique et tous ses dérivés, le fauteuil sur lequel vous êtes assis, les tuyaux qu'on utilise dans l'agriculture, dans le bâtiment, les rouges à lèvres, plein de choses, le goudron, l'asphalte, ça vient du pétrole, mais également un produit très recherché qu'on appelle le naphtha, que les industriels recherchent beaucoup. Mais pour le gaz aussi, vous avez toute une panoplie de produits gaziers qui sont très recherchés par l'industrie. Que ce soit le méthane, c'est le CH4, c'est le gaz, mais on peut le transformer, avoir de l'ammoniac, on peut avoir de l'éthane, on peut avoir du propane, on peut avoir du propylène, on peut avoir du benzène. Donc il y a tout un tas de produits recherchés et aussi de l'hydrogène, qui sont recherchés par l'industrie, qui peuvent permettre non seulement à notre pays d'assurer un développement industriel important, mais également de pouvoir valoriser ces produits sur le marché international. Donc ça c'est très important. Donc il nous faut former les jeunes. L'INPG est là, mais à mon humble avis, il y a un aspect un peu en deçà qui est très porteur d'emploi et qui n'a pas été correctement adressé. C'est les techniciens. Parce que vous voyez, une plateforme offshore qui est dans la mer, c'est une structure qui est imposante. Moi, j'ai été visiter le hub de GTA à 8 km au large dans la mer à Saint-Louis, accompagné du ministre du MPE, le ministre du pétrole et des énergies du Sénégal, et son homologue de la Mauritanie et des techniciens. Mais j'ai été impressionné de voir que cette plateforme-là, c'est comme une petite ville. Déjà 700 personnes y travaillent, dont à peu près 300 Sénégalais. Mais toutes ces structures-là, qui est fichée en plein milieu de l'océan Atlantique, c'est des gens qui ont soudé ça. C'est des structures métalliques qui ont été soudées. Le soudage est un métier qui est beaucoup utilisé dans le pétrole et le gaz. Mais en plus, les tuyaux qui vont acheminer soit le pétrole ou le gaz du point de production vers la terre ou ailleurs, mais ces tuyaux-là, souvent, c'est des gens aussi qui les soudent. Donc, c'est un métier qui est très recherché, sans compter que nous avons l'ambition avec Réseau Gaz Sénégal, qui est donc la structure qui va s'occuper du réseau gazier, de transporter le gaz et le pétrole un peu partout aux quatre coins du Sénégal, mais également d'alimenter le Mali et les régions limitrophes. Donc la société Réseau Gaz Sénégal va avoir besoin de beaucoup de soudeurs, parce que c'est des tuyaux enterrés, comme ce qui existe entre la SAR et le port. Vous entendez souvent dire qu'il y a des risques à Thiaroye ou ailleurs, parce qu'il y a le tuyau de pétrole souterrain qui passe. Voilà. Ça, on va avoir un réseau. Comme on a, à terme, on va avoir un réseau, comme on a un réseau routier aujourd'hui. Voilà. Et donc, tout ça, c'est de la main-d'œuvre. J'ai parlé de soudeurs, mais de chaudronniers, mais également d'électriciens, de plombiers.
Parce que le pétrole, ce sont des pompes qui vont le pomper à 3 km sous le sol pour l'amener au-dessus de la plateforme. Et ces pompes-là, c'est des pompes hydrauliques qui sont hyper puissantes, mais qui tombent en panne. Il y a aussi une centrale électrique sur les plateformes, donc des électriciens. Donc ces métiers-là, je crois que... Donc c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble de métiers. Il y a beaucoup de métiers, sans compter les métiers de bouche. Les gens qui sont sur les plateformes, il faut les nourrir. Il y a aussi qu'il faut leur fournir des tenues de travail, des chaussures de sécurité. Donc c'est toute une économie. Je regrette ici à Fatick qu'on n'ait pas beaucoup travaillé pour sensibiliser, éveiller et aussi nous organiser pour pousser dans cette direction-là. Ça, effectivement, il faut le dire. Moi, j'ai participé à beaucoup de forats. Est-ce que c'est trop tard, cette sensibilisation? Du tout, parce que le pétrole n'est pas encore là. D'ailleurs, Woodside a dit que le pétrole de Sangomar, finalement, adviendrait en 2024, dû sûrement aux effets de la Covid. La Covid a secoué beaucoup d'entreprises dans le monde. Mais en tout cas, c'est une bonne perspective pour la région. Et je ne peux pas finir ça sans parler du port. Parce qu'en général, le pétrole, même s'il n'y a pas, quand il est découvert quelque part, même s'il n'y a pas de port, on fait tout pour construire un port à côté. Pourquoi? Parce que pour transporter le pétrole et avoir des coûts logistiques et de transport les plus bas possibles, on utilise souvent les méthaniers pour le gaz, mais également les pétroliers, qui sont de gros bateaux avec de grosses soutes pour mettre de grandes quantités, effectivement, de pétrole. Alors, donc quand il y a un port à côté, ça facilite les choses. Et donc nous avons la chance que le port de Ndakhonga, qui est ici entre Fatick et Foundiougne, ait été déjà construit. Alors au départ, le président Wade l'avait conçu pour que les deux bateaux, Agen et Diambogne, puissent y faire escale, descendre les produits halieutiques et les produits, disons, fruitiers ici, et rallier donc le centre du Sénégal, notamment Touba, qui est un grand pôle économique. Après, le pétrole est arrivé et il y a un second quai qui est un quai pétrolier qui a été fait. Le fleuve aussi a été dragué. Aujourd'hui, on est à 7 mètres de tirant d'eau. Il faudrait peut-être continuer à aller à 13 mètres pour que les grands bateaux puissent venir charger le pétrole, aller le vendre ou l'acheminer vers les points de production. Donc ce port-là, c'est aussi un appui pour le développement de la région, du département et de la région. C'est pourquoi nous devons parachever sa vocation. Il y a déjà des moyens de stockage qui y sont construits, pas grand-chose, mais je pense que à partir du petit pont qu'on appelle Ndakhonga jusqu'au port, toute cette partie pourrait être aménagée pour être un grand centre logistique où le pétrole pourrait être acheminé, le gaz aussi, parce qu'il y a du gaz associé à Sangomar, et que le port soit transformé en une ZIP. La ZIP, c'est une zone industrielle et portuaire. C'est un port comme le port du Havre, comme le port de Hambourg, où il y a énormément d'industries qui utilisent les produits qui sont ramenés par les bateaux pour faire leur activité. Donc le port de Ndakhonga pourrait jouer ce rôle-là et être le pivot du développement économique du centre du Sénégal, au-delà de la région de Fatick, mais de tout le centre. Je veux parler de Kaolack, de Diourbel, et même peut-être un peu aussi de la Gambie, qui est un pays frère. Voilà, donc voilà les perspectives que nous avons au niveau du pétrole et du gaz. Donc possibilité de plus de moyens financiers pour l'État et moins de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, parce que quand l'État veut exécuter ses programmes et qu'il n'en a pas les moyens, il va s'endetter sur les marchés ou auprès des bailleurs de fonds. Donc nous allons avoir beaucoup plus de possibilités internes et aussi de beaucoup plus de liberté, parce que quand on vous prête de l'argent, peut-être que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez avec cet argent-là. Parfois ça arrive, mais là ce sera de l'argent du Sénégal qu'on pourra utiliser. Alors, donc ça, possibilité d'avoir des ressources financières, possibilité d'un développement industriel à moyen et long terme, y compris la production d'engrais avec l'ammoniac, qu'on peut produire à partir du méthane aussi, et développer les rendements dans l'agriculture. Mais également possibilité d'insérer un maximum de jeunes dans l'industrie pétrolière et gazière, à condition que nous puissions effectivement, en plus des structures de formation qui existent, il y a un lycée technique maintenant à Fatick. Il faudrait que les curricula soient adaptés et qu'il y ait d'autres centres de formation. Ça ne suffit pas pour que les jeunes puissent être formés et puissent pouvoir trouver leur place dans cette économie. Voilà. Merci M. Mbodj. Deuxième question.
Vous avez dressé un tableau religieux pour le Sénégal si l'exploitation du pétrole soit rationnelle, mais force est de constater qu'actuellement au Sénégal l'énergie est chère. Même si la centrale de gaz a acquis hier du matériel de plus de 283 milliards, dans la presse, le directeur de l'énergie, le directeur de la Sénélec a dit qu'avec cela, le coût de l'électricité va baisser. Oui. Comment comprenez-vous qu'au Sénégal, jusqu'à présent, l'électricité soit trop chère, même si c'est pour les gens qui l'ont, alors qu'à côté, par exemple dans le département de Fatick, d'autres aussi en demandent pour en avoir? Oui. Les propos du directeur de la Sénélec tiennent du fait que le combustible va être moins cher. Je vous ai dit que le combustible le moins cher pour produire de l'énergie, c'est le charbon, mais qui est très polluant. Après, c'est le gaz. Remplacer le fuel 380 ou 180 par du gaz va permettre d'avoir, disons, des prix de revient beaucoup plus bas et donc avoir un coût de l'électricité moins cher. Hein? Et donc cette centrale-là, qui va être disons, au Cap des Biches. Il y a 2 centrales à gaz qui sont prévues de grande capacité, 300-350 mégas. L'un, c'est au Cap des Biches, et puis ensuite, l'autre, c'est au niveau de Gandon. Hein? Et donc, ces 2 centrales vont pouvoir assurer une grande partie de la production d'électricité. Comme ils vont utiliser le gaz que nous avons, évidemment, les prix de revient de l'électricité vont en trouver chuter. Maintenant, concernant l'accès à l'énergie, et on ne peut pas commencer ce chapitre sans parler d'abord de la situation qui était là, en 2011-2012. Assez difficile. Hein, à un moment donné, on parlait même des émeutes de l'électricité. Alors, donc, aujourd'hui, tout le monde peut le constater. Beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup d'investissements dans l'énergie, dans le secteur de l'énergie, qui ont eu comme résultat d'atténuer très très sensiblement, disons, l'impact, disons, des délestages. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais maintenant le nombre d'heures de délestage par an est réduit, est réduit à sa plus simple expression. Mais il y a aussi le fait que la politique du président est aussi guidée par un souci d'équité, à 2 niveaux. D'équité entre les citoyens. Si vous habitez une ville où vous ne pouvez pas faire un scanner, alors que l'autre peut faire un scanner, il y a un problème. Si vous habitez une ville où vous n'avez pas accès à l'électricité, qui est une commodité, alors que l'autre a accès à cela, c'est un problème. Donc, l'équité sociale visée, c'est faire en sorte que tous les citoyens aient accès aux services sociaux de base. Ensuite, équité territoriale. On ne peut pas comprendre qu'il y ait au Sénégal des villes qui ont toutes les commodités, alors qu'il y a d'autres villes de l'intérieur, mais qui n'ont pas ces commodités-là. Pour se soigner, pour aller à l'école. Les universités aujourd'hui, chaque région aujourd'hui au Sénégal a son université. C'est un grand pas dans la poursuite de la politique d'équité territoriale. La santé, on va anticiper. Aujourd'hui, presque toutes les régions ont un hôpital. Les derniers nés, c'est l'hôpital de Touba, l'hôpital de Kaffrine, l'hôpital de Sédhiou et l'hôpital de Kédougou. Moi, j'ai été à Kédougou, mais quand j'ai entendu les témoignages qui étaient faits, quand il y avait des complications et qu'il fallait dardard acheminer à Tamba, qui est à 280 km et quelques, quand j'ai entendu les témoignages, j'ai compris l'importance de cette infrastructure-là à Kédougou. Donc vous voyez que tout ça, c'est pour rattraper les régions de l'intérieur. Alors, donc, en matière d'électricité, j'y reviens. On était à peu près à 24% en 2012. Aujourd'hui, on est autour de 60% d'accès à l'énergie. Essentiellement, Sénélec, mais aussi le PUDC et Puma ont concouru à cet excellent résultat. Et l'objectif, c'est d'arriver à l'accès universel en 2025. Parce qu'il n'est pas normal qu'un élève qui habite Kaolack, Fatick ou Diourbel puisse, pour apprendre ses apprentissages, utiliser les commodités de l'électricité, mais que l'élève qui est à Sangako ou bien qui est à Medina Yoro Fula ou ailleurs n'ait pas cette commodité au XXIe siècle. Et donc le président a fait de cela en fait une sous-priorité, l'accès à l'énergie. Et des progrès importants ont été faits. Les lampadaires solaires qui ont fait l'objet de mon sargal du 14 août participent aussi de cette politique. Puisque à l'époque, on avait une dette croisée entre Sénélec et les communes qui refusaient de payer les factures liées à l'éclairage public parce qu'ils réclamaient à Sénélec les redevances que Sénélec devait leur payer. Et chacun a campé sur sa position.
C'est ainsi qu'en 2013, ce programme a été conçu pour apporter des lampadaires solaires qui ont eu beaucoup d'impact aujourd'hui dans les villes et dans les villages. Et c'est le prolongement de tous ces trois programmes-là que constituent Promoville, Puma et PUDC. PUDC a apporté beaucoup de soulagement dans le monde rural en apportant l'électricité, accompagné des machines d'allègement des travaux des femmes, en apportant aussi des pistes pour évacuer les productions et en boostant l'emploi dans le monde rural. Quant à Puma, il s'est occupé des zones frontalières. Parce que vous aviez au Sénégal des villages qui sont sur les frontières, au nord, comme ici avec la Gambie ou en Casamance, où les populations utilisaient, mais quasiment, le téléphone, les réseaux de téléphone du pays voisin, ils utilisaient l'école du pays voisin, ils allaient se soigner dans le pays voisin, et ça, c'est un grand risque de démembrement de l'intégrité de notre territoire. Donc Puma ne s'occupe que de ça. Comment ramener en fait ces villages-là périphériques dans le giron du Sénégal. Et ils ont aussi à s'occuper de l'électrification, d'infrastructures, tout ce qui manque dans ces localités. Promoville. Vous savez, avant, il y avait les TP dans les villes du Sénégal. Après les indépendances, jusque dans les années 80, avant l'ajustement structurel. TP, c'est-à-dire travaux publics. Il y avait un service de travaux publics qui était très puissant et qui s'occupait des voiries. Quand ça a été éliminé, en fait, les villes intermédiaires au Sénégal ont été laissées en rade. C'était difficile de voir dans une ville moyenne au Sénégal une route, quel que soit son état de dégradation, faire l'objet, en fait, d'une réparation. Promoville est venu pour régler ce problème. Vous allez dans des villes comme Ziguinchor, Kolda, Bignona, un peu partout. Toutes ces villes-là ont bénéficié de ce programme routier, mais aussi d'aménagement urbain. Parce que Promoville fait des routes, fait des aménagements et apporte aussi l'éclairage. Donc je trouve que c'est important. Et ce programme aussi, une chose qu'on ne saurait pas taire et qui est importante et qui marque la gouvernance, qui est un marqueur de la gouvernance du président Macky Sall, c'est que ce n'est pas des programmes importés. Vous savez, ici, il y a eu Mamadou Dia au début qui a beaucoup théorisé le développement endogène. Le développement endogène, c'est quoi? C'est un développement dont les piliers sont pensés par le pays, exécutés par le pays au profit du pays. Et tous ces programmes-là, c'est en fait les cadres du pays qui les ont conçus sous la direction du président de la République pour les mettre en exécution. Je prends l'exemple du PUDC que je connais un peu plus le mieux. Quand le PUDC a été élaboré et le programme bouclé, le président a dit « Je n'attends aucun bailleur de fonds pour l'exécuter ». Et 116 milliards ont été mis par le Sénégal la première année pour l'exécution de ce programme. C'est après qu'on a eu recours à d'autres bailleurs de fonds, mais au départ pour démarrer. Et aujourd'hui, ce programme a eu tellement de succès que beaucoup de pays, pas moins de 9 pays, sont venus au Sénégal pour prendre le modèle et essayer de l'appliquer. Tellement il a donné d'excellents résultats. Donc je crois que en matière d'énergie, c'est ce que l'on pourrait dire. Le Sénégal a de bonnes perspectives devant lui. Et puis, finir par dire tout simplement qu'on est dans un espace d'intégration régionale, notamment la CEDEAO, qui s'est doté d'un organe qu'on appelle le WAP, le West African Power Pool, qui cherche à réaliser l'intégration électrique. D'ailleurs, j'ai un ami qui me dit, c'est un énergéticien, le jour où on va réaliser l'intégration électrique, on va réaliser l'intégration politique et sociale. Lui, c'est sa conception. C'est le fait qu'au Sénégal, vous pouvez rester au Sénégal, une fois que ce travail est fini, produire de l'électricité et aller le vendre au Nigeria. Déjà avec l'OMVS, nous sommes connectés avec le Mali. Le Mali est connecté avec, disons, le Burkina, qui est connecté au Ghana, et le Ghana est connecté au Nigeria. Mais il y a des poches, et de petits morceaux qu'il faut racoler, et puis ensuite s'occuper un peu, disons, des questions techniques. Parce que quand les réseaux électriques vont être tous connectés, interconnectés, il faut qu'on ait les mêmes fréquences, les mêmes tensions, pour avoir les mêmes... Vous pouvez pas, si vous n'avez pas la même tension, vous ne pouvez pas interconnecter vos réseaux électriques. Donc, en principe, cette année, fin d'année 2023, devrait voir cette interconnexion réalisée. Et pourquoi c'est important? En ce moment, les ressources que nous avons, le gaz et le pétrole, nous pouvons produire de l'électricité plus que nous en avons besoin pour les vendre à des pays qui n'en ont pas. Par exemple, en matière d'énergie, avec beaucoup de modestie, nous sommes quand même beaucoup plus avancés que le Mali, beaucoup plus avancés que le Guinée,
la Guinée, malgré que le Guinée soit le château d'eau de l'Afrique. Hein? J'ai parlé de l'OMVS, le barrage de Manantali, c'est à Guinée. Il y a aussi Sabangalou qui va arriver, ça c'est l'OMVG. Donc nous avons des ressources hydroélectriques, mais les infrastructures énergétiques manquent parfois. Donc le fait qu'il y ait un pays qui émerge, notamment le Sénégal, peut permettre de produire beaucoup d'électricité et de le vendre à ces pays-là. Déjà, nous sommes interconnectés avec la Gambie, à qui nous vendons à peu près 40 mégas par an. 40 mégas. Hein? Ça peut aller plus loin. Et donc, en ce moment-là, il ne s'agira pas d'avoir ces infrastructures propres. Il s'agira d'avoir celui qui offre un prix de l'électricité le plus bas et d'aller acheter là-bas. Puisque vous pouvez driver l'électricité depuis le Mali, depuis la Guinée ou depuis le Sénégal pour aller le consommer là où vous voulez dans l'espace de la CEDEAO. Donc c'est d'excellentes perspectives énergétiques et électriques qui présagent aussi un développement industriel. Parce que si vous regardez notre économie, les services marchent très bien au Sénégal. C'est les télécoms, c'est les services divers, le commerce, tout ça marche très bien. Mais quand vous regardez notre industrie, il faut dire qu'il n'est pas aussi performant et il n'est pas aussi développé que le secteur des services. Or, l'industrie, son premier avantage, c'est qu'il est beaucoup pourvoyeur d'emplois. Je vais donner l'exemple de la Someta, qui est une petite unité sur à peu près 1 hectare à Diamniadio, qui fait du fer à béton, détenu par un Chinois. Dans cette petite entreprise, il y a 500 personnes permanentes qui travaillent. Parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Il faut fondre le fer trouvé en vrac, il faut le mettre dans les tréfileurs, il faut le tréfiler, il faut le travailler, il faut le recuire pour qu'il puisse avoir plus de... Donc c'est beaucoup de travail. L'industrie est la seule capable, la manufacture, disons, de donner le plein emploi. Il n'y a pas un autre secteur. L'agriculture peut donner beaucoup d'emplois, mais l'industrie est à même de réaliser ce que les économistes appellent le plein emploi, qui a un objectif ultime où tout le monde a du travail comme il le veut et quand il le veut. Donc, l'arrivée de l'énergie et son prix bas, la meilleure perspective qu'il ouvre à l'Afrique de l'Ouest, c'est justement de pouvoir s'industrialiser et de pouvoir produire les besoins dont nous avons, les infrastructures dont nous avons besoin et les outils dont nous avons besoin. Je rappelle que l'Algérie aujourd'hui, qui a fait beaucoup de produits, a une industrie lourde très développée. L'Algérie produit des camions, l'Algérie produit des tracteurs et beaucoup de matériels lourds aujourd'hui sont produits sur place. C'est un objectif. C'est l'objectif du Sénégal. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Voilà, M. Mbodj, vous êtes aussi conseiller du président en matière d'environnement. Une des politiques phares du président de la République était la Grande Muraille Verte. On vous connaît parmi les gens qui sont plus actifs dans le domaine de l'urbanisme. Ces photos derrière illustrent bien. Actuellement, où se trouve, ou bien dans quel état est la politique environnementale du Sénégal? Bon, ces deux aspects. Hein. Il y a la Grande Muraille Verte, qui a été un projet quand même conçu à l'époque où le président était, je crois, Premier ministre dans le gouvernement de Wade, qui est constitué à faire une barrière verte partant de Dakar à Djibouti pour casser l'avancée du désert. Parce que le désert entre en Afrique subsaharienne par le nord. D'ailleurs, les bancs de sable que vous avez ici au mois de mars, février-mars, nous viennent du désert. C'est parce que pendant cette période, les vents portent vers le nord, vers le sud, pardon, que les vents sont soulevés du nord et envahissent donc un peu le Sahel. Donc il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais quand même, il y a encore beaucoup de défis à relever, il faut le dire. Dans la mobilisation des États, mais aussi dans la mobilisation des acteurs. Mais aussi la mobilisation des bailleurs de fonds et des partenaires de tout le Sénégal. Vous avez entendu parler des COP, la COP 21, 22, 23, etc., où les États ont pris des engagements, surtout les pays développés, pour aider les pays les moins développés à faire face au changement climatique. Je ne vous ferai pas de dessin pour comprendre les changements climatiques. Si vous avez regardé la télé hier, regardez un pays comme le Canada, qui était connu
par ces températures hyper basses. La neige partout. Aujourd'hui, il y a une sécheresse qui fait que les forêts prennent feu, et au point qu'une nation comme le Canada est impuissante devant ces feux, dû à la sécheresse. En France aujourd'hui, l'année dernière, l'année 2022 a été l'année où il y a eu le plus de feux de forêt. Mais mieux, le mois de juillet 2023, depuis qu'on a commencé sur Terre à mesurer les températures, a été le mois le plus chaud depuis que, voilà. Ça a été un record. Depuis qu'on mesure la température sur Terre, le mois de juillet 2023 a été le mois le plus chaud. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, la seule façon que nous avons de contrer cette tendance du climat, en fait, c'est de régénérer, disons, la biodiversité, de régénérer les forêts et de retrouver cet équilibre climatique. Parce que les forêts jouent un rôle extrêmement important dans l'atmosphère. Ce sont les forêts, en fait, et l'océan qui régulent l'atmosphère. Alors, les forêts, c'est connu, on nous a appris ça à l'école. L'arbre, il séquestre le CO2, qui est un gaz à effet de serre, c'est-à-dire responsable un peu du changement climatique, et ensuite, il nous procure de l'oxygène. Mais en plus, les forêts, partout où vous voyez beaucoup de forêts, il y a beaucoup de pluie. Nous avons ici nos saltigués, c'est vrai, mais bon, voilà. Si vous allez aujourd'hui en Afrique centrale, vous allez au Zaïre, vous allez au Congo, vous allez dans ces pays-là où il y a une grande canopée, vous allez au Brésil, où il y a d'immenses forêts, mais c'est là aussi où il y a les quantités les plus importantes de pluie. Ensuite, les forêts aussi, les arbres sont la garantie des sols fertiles. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de sol fertile. Alors, l'exemple, c'est les tannes. Vous voyez que dans les tannes, il ne pousse rien. Ben, ce sont aussi des terres où on ne peut faire rien pousser. Vous ne pouvez pas semer au niveau de ces terres-là. Quand il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de sol fertile. Donc, l'agriculture dont nous vivons est dépendante aussi des forêts. Donc, vous voyez que les arbres sont d'une importance capitale. Et ce projet de Grande Muraille Verte a apporté beaucoup de satisfaction là où on a pu réaliser et la réaliser au maximum, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'engagement. Et donc les sommets climatiques à venir doivent permettre effectivement de faire des avancées dans ce domaine-là. Mais ici, au niveau de Fatick, nous avons... La salinisation des terres, je voulais en venir. Voilà, très bien. Vous regardez une petite contrée comme Diouroup, à l'époque grande productrice de mangue. Vous voyez que maintenant les mangues se raréfient, beaucoup de manguiers sont morts parce que les terres salées sont entrées par là. Nous avons la production de sel, mais bon, nous avons besoin de sel, mais pour saler les aliments, il faut avoir de quoi manger. Or, c'est la terre qui nous donne ce que nous mangeons. Donc, vous voyez que nous avons de sérieux problèmes, et donc nous devons faire davantage des efforts pour nous mobiliser les jeunes, pour que pendant la période de l'hivernage, que les gens s'attellent à reboiser. Mais également à reboiser la mangrove. La photo dont vous parlez ici, c'est les campagnes que nous avons menées avec des associations, y compris dans le sud. L'année dernière, nous avons commencé ici sur le fleuve Sine et le fleuve Saloum. Mais avant, c'était un peu à Sédhiou, c'était à Goudomp, où nous avons mené ces activités-là de reboisement de la mangrove. La mangrove, d'abord, surtout pour l'une des espèces qu'on appelle Avicennia, il bouffe le sel, il mange le sel. La preuve, quand vous regardez les fruits, quand vous faites comme ça avec votre langue, vous voyez que c'est salé. Parce que lui, il capte le sel, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que la mangrove est le lieu d'expression de la biodiversité marine. C'est dans la mangrove que les poissons viennent déposer leurs œufs. Parce que quand ils déposent leurs œufs en pleine mer, ben, les bleus de poissons, ils vont manger ça. Donc ils viennent se cacher, ils font des trous dans la terre, dans la mangrove, ils mettent leurs œufs, et quand les alevins sont sortis, les alevins aussi ne sortent pas, ils restent dans la mangrove. C'est seulement à l'âge préadulte qu'ils peuvent prendre l'océan et aller grandir dans un milieu un peu beaucoup plus ouvert. Mais vous savez aussi que tous les fruits de mer que nous mangeons ici, que ce soit les pagnes, les yoros, tout ça, les crevettes, trouvent aussi leur habitat dans ce milieu-là. Sans compter les oiseaux. En tout cas, c'est un biotope qui est d'une richesse extraordinaire et la productivité des océans dépend en fait de la mangrove. Et malheureusement, elle est en train de plus en plus de reculer.
Hein? Je rappelle qu'ici même à Fatick, il y avait quelques mangroves à l'époque, mais maintenant tout a disparu. Et au niveau donc du delta du Saloum, il y a beaucoup de parties où on voit un recul net de la mangrove. Donc tout ça, ce sont des défis. Et donc nous devons prendre à bras le corps pour que notre pays, notre localité en particulier, puisse en tout cas participer à cette lutte contre les changements climatiques et apporter des réponses appropriées effectivement aux déséquilibres auxquels nous assistons. Ok. Jusqu'à présent, votre émission de Moussine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Boubacar Mbodj, un grand responsable à Fatick, mais aussi conseiller spécial du président de la République dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. M. Mbodj, nous allons attaquer l'aspect social de notre entrevue. Le président Macky Sall a beaucoup fait dans le social. Il a animé une volonté d'équité sociale et territoriale, avec notamment sur les questions des personnes de réduite, les bourses familiales, les cas d'égalité des chances, etc., etc. Mais vous, en tant que son conseiller, comment appréhendez-vous aujourd'hui l'aspect social du Sénégal? Côté social, socialement, actuellement, où se trouve le Sénégal? Bon, les pays développent des activités économiques pour régler les problèmes sociaux, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, mais aussi les problèmes de nourriture de la population, les problèmes basiques de la population. Et évidemment, la résolution de ces problèmes dépendra de la prospérité, la prospérité que nous avons atteinte dans notre pays. Et c'est une marche progressive. Il y a eu beaucoup d'acquis, il y a eu beaucoup de choses qui n'existaient pas, qui ont été faites. La carte d'égalité des chances, ça préfigure un peu d'un système de protection sociale à l'européenne, où quand vous ne travaillez pas, vous êtes payé quand même, parce que vous avez cotisé pendant des années. Mais cela n'est pas encore possible dans notre pays. Parce que quand vous regardez la masse salariale du pays et le nombre de personnes qui travaillent dans la fonction publique, dans l'administration, relativement au reste de la population, ceux-là ne peuvent pas prendre en charge toute la population. Donc, c'est progressif. Et donc, l'industrialisation, la modernisation de l'agriculture, toutes les choses dont on a parlé, vont nous permettre petit à petit de pouvoir renforcer ces politiques sociales. Mais globalement, ce que je peux dire, c'est que le président est très sensible aux questions d'équité sociale. Et tout ce qui a été fait dans ce sens participe un peu à doter les personnes les plus faibles. Donc la CMU aussi, on n'en a pas parlé. Tout un système qui est... L'ensemble des filets sociaux. Voilà, les filets sociaux qui ont été mis en place pour permettre aux populations les plus vulnérables de notre société de pouvoir accéder au minimum. Mais également le PUDC, le paiement, toutes ces choses-là. Parce que ça a permis de leur doter d'infrastructures sociales de base. Alors, donc je crois que globalement, il y a un long chemin à faire. Il y a eu beaucoup d'acquis dans ce domaine qui doivent être consolidés et élargis. Et il y a aussi peut-être des innovations à apporter aussi dans ce domaine. Les innovations, c'est aussi au niveau de l'initiative populaire et communautaire. Je crois que ce que le gouvernement est en train de faire doit être toujours complété par des initiatives communautaires. Par exemple, quand dans les marchés, les prix des céréales sont très bas, les communautés devraient pouvoir, à travers des mécanismes, de pouvoir s'approvisionner en céréales, de les garder pour pouvoir les utiliser pendant d'autres périodes où les prix montent. Je rappelle qu'aujourd'hui, le prix du kilogramme de mil pendant la Tamkharit est allé jusqu'à 800 francs CFA à Dakar. Jusqu'à 900. Jusqu'à 900 francs CFA. Alors, donc je crois que comme je le disais, moi j'ai l'habitude ici, dans mon quartier au niveau local et au niveau de Fatick, de dire que on ne peut pas tout attendre du gouvernement. Et il y a des choses que nous-mêmes devons prendre en charge. Quand dans une école, il manque une classe, c'est à notre portée de pouvoir aujourd'hui, avec des participations symboliques, de soulager les élèves et de pouvoir effectivement attendre que des programmes gouvernementaux puissent, disons, répondre adéquatement donc, au manque de classes et d'infrastructures. En matière de santé, on a parlé de CMU,
mais je crois que c'est un système qui peut être renforcé, beaucoup plus popularisé et approprié pour être approprié par les populations. Mais je pense que globalement, l'ingénierie sociale, avec aussi les sociétés, les associations de la société civile. Les politiques sociales, les RSE, les entreprises. Voilà, tout à fait. On a parlé tout à l'heure de Sangomar, de Woodside qui est ici à Sangomar. On devrait pouvoir aujourd'hui, avec une bonne organisation, les amener à participer au développement des communautés locales en leur fournissant un certain nombre de biens et services de façon tout à fait gratuite et humanitaire. Donc je crois que c'est ce que je peux dire là-dessus. Mais ce que je retiens de tous ces programmes, c'est un peu la volonté, disons, d'innover, de rénover les programmes gouvernementaux et d'apporter du sang neuf. Et ça, c'est un marqueur de la gouvernance du président Macky Sall. Et c'est très important. Voilà. Maintenant, le côté politique, nous y arrivons. Le président Macky Sall a dit qu'il ne va pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. C'est la première fois au Sénégal qu'une élection présidentielle sera organisée sans le président sortant. Ça, c'est vraiment une information de taille. Mais depuis lors, on constate que l'environnement politique au Sénégal est un peu bouillant avec le cas Ousmane Sonko, avec le cas Yewwi Askan Wi, les frappes de gaz, etc. Dans tout cela, est-ce qu'on peut dire que politiquement, le président Macky Sall a une mainmise sur le Sénégal? Sur le Sénégal, il est toujours président de la République, oui, jusqu'au 2 avril. Alors donc ça, c'est la main la plus souhaitée, jusqu'à la fin de son mandat. Maintenant, il y a la majorité au plan politique, son parti et donc ses alliés. Le président a officiellement et solennellement dit, et nous l'avons tous entendu, après que ses partisans et puis aussi ses partenaires lui aient donné carte blanche pour choisir un peu celui qui pourrait donc être le candidat de la majorité. Et qui pose problème présentement. Oui, qui pose problème. En tout cas, qui n'est pas encore désigné. Ce qu'on peut dire. Peut-être que aussi la raison, c'est peut-être la complexité des choses. On n'est pas toujours dans le secret des dieux. En tout cas, moi personnellement. Mais ce que je peux dire, c'est de formuler des souhaits, des choses qui sont souhaitables, et d'autres choses qui ne sont pas du tout souhaitables. Tout ce que nous avons dit ici depuis 2012, le bilan économique, social du président de la République, à notre avis, est tellement reluisant que si la majorité trouve l'intelligence politique de taire les querelles et de se mettre en rang de bataille autour d'un candidat, mais facilement, le travail qui a été débuté depuis 2012 pour continuer, parce que moi je parle en termes de système. Macky Sall a administré un système pendant 12 ans. Il en était le capitaine. Alors si le capitaine est malade dans un bateau, il y a un beau jour où le capitaine n'est pas en forme. Il ne peut pas être là au gouvernail pour diriger le bateau. Mais son second doit pouvoir diriger le bateau. Sinon, ce bateau-là, c'est pas sûr de le mettre en mer. Si le second est bien désigné. Oui, oui, mais de toute façon, en tout cas, théoriquement, c'est le second qui doit être au poste et qui doit pouvoir faire autant que le capitaine. Même s'il y a eu un capitaine. Et même si le capitaine est plus doué que lui. Mais c'est plutôt le système, le fait de pouvoir gouverner le bateau, de pouvoir utiliser les données météo, de pouvoir donc naviguer en haute mer, de pouvoir connaître les chemins maritimes qui est important. Ça, c'est le système que le bateau permet, donc, et l'apprentissage des métiers permet. Donc, ce que je veux dire par là, le président Macky Sall dit qu'il ne se représente pas. La majorité a gouverné le Sénégal pendant 12 ans, a eu comme un objectif d'amener le Sénégal à l'émergence en 2035. Nous sommes en 2023. Il nous reste quand même du chemin. Nous devons pouvoir garder le pouvoir entre nos mains et continuer ce travail-là. Mais la condition, c'est que chacun, là où il se trouve, puisse faire preuve de modestie, premièrement. De retenue aussi. Et puis aussi de responsabilité. C'est des choses aujourd'hui dont on a besoin. Pour que quand le président, après ces consultations, désignera que nous puissions, comme une équipe qui a un capitaine, être derrière lui et pouvoir gagner haut la main les élections. Ça, c'est quelque chose de très souhaitable parce que
le travail qui a été commencé mérite vraiment d'être continué. Et il ne manque pas des hommes pour le continuer. Les prétendants à la candidature sont des profils très réduisants, les uns que les autres. Mais la question du choix, c'est... Voilà, il faut qu'il y en ait un. Il ne faut pas y avoir deux pour la majorité. Il faut même que total. ñeneen ñi topp ci. ñeneen ñi topp ci. Parce que question d'organisation la rek. Ça veut dire que suñu gagné ay waxtaan mooy lal aussi équipe yi nga xamante ne ñooy diriger ji réew mi. Donc pour man li ñu nas nii depuis 2012 ak li mu joxe ak résultats yi mu joxe loolu jar na ku nekk nga ànd ak dal ànd ak respecter say morom parce que tey comme ni ma ko waxee ñi déclaré wu yëpp man xalaat naa ne ku nekk mun nga diriger Sénégal ci ñoom mais il faut que ñu tànn ci kenn mu jiite équipe bi ñun ñëpp ñu topp ci gannaawam pour continuer liggéey bi nga xamante ne président inauguré nañu ko ñu gis njëriñ li dans le domaine de l'agriculture dans le domaine du social dans le domaine de l'énergie Sénégal def na ay pas voilà man daal loolu laa ko gisee daal ñu mën a daal ku nekk ànd ak mandute de la retenue ba pare accepter aussi que quand on est dans un groupe on ne peut pas s'en faire qu'à sa tête maanaam soo nekkee ci mbooloo ngeen bokk dara munoo ne li ma bëgg rek mooy am loolu amul fenn parce que soo ko waxee sa morom wax ko yàqute ñëw na ku nekk day jël yoonu boppam te loolu nag moo ñu jigul il y a des menaces qui pèsent sur la majorité des menaces de division hein? Si la majorité est divisée à un certain niveau il est évident qu'un troisième larron peut surgir et comme la fable du cowboy et du renard prendre le fromage et s'en aller. Okay. C'est de l'ordre du possible parce que aussi population yi mënuñu jox réew mi ñoo xamante ne mënuñu déggoo seen biir président Macky Sall di tax nit ñi wóolu woon ko il avait formé une équipe il avait formé des équipes jiite leen ñoom ñëpp ñu def benn fas am benn yéene bi benn détermination bi loolu dafa bokk dafa important ci politique et loolu aussi mun nañ ko wax ci suñu Fatick bi voilà parce que Fatick soo dégloo population bi li ñuy ŋàññi responsable yi bëri na man nag ci sama xalaatu bopp génnewuma ci sama bopp de peut-être que responsabilité yi ñoo yemul parce que man du ma maire du ma président conseil départemental je suis pas aussi le chef de la majorité politique ici à Fatick man plutôt sama profil expert waaw li ma jëriñ président de la République pendant ces 12 ans du ma toog di ko waxe parce que nit ki doo conseiller nit ba pare lépp loo jukki ci lu baax ba ñu koy jëfoo nga topp rajo yi ak télé yi di ko waxe c'est pas ça un conseil le métier de conseiller est très difficile voilà parce que tu es dans l'ombre mais man fii ma dëkk am na yu may jéem en matière de reboisement wax nga ko léegi cocotiers yi ngay gis Fatick yëpp man maa leen reboiser pour la plupart depuis 2013 mais aussi socialement ñu ngi korkoral ay mbir. Il y a eu la réflexion à l'école Thiago Ndiaye. Voilà école bi aussi école primaire bi. ba ma demee gis sama classe bi ma jàngee CM2 mu daanu yàqu kaña yi nekk ci kii ma jël sama xaalisu bopp defar classe CM2 bi. bi ma paree directeur bi ne ma doo yem fii parce que classe bi aussi ainsi de suite mais noonu la ñu dem ba réfectionner école bi yëpp peinture ko mu doon loo xamante ne li mu wane aussi moo di ne du ñu nekk ci gouvernement kese wala ñuy liggéey ci nguur gi ñoo war a dugal seen loxo ci gox yi ñu dëkk koo xamante ne tey inspecteur de douane nga wala nga nekk commissaire de police wala nga nekk un lieutenant de l'armée mais war nga mun a jël sa xaalis dugal ko ci koñ bi su ay soxla amee à condition que ñu organiser wu loolu muy benn ñaareel bi pour revenir au cadre de Fatick président Macky Sall li mu nommé ay nit Fatick bëri na de y a beaucoup de DG à Fatick mais yow Matar dama lay laaj ban jour la ñu toog ñun
wala ñaata yoon nañu toog di nas ay pexe di xalaat pour di jëmale Fatick kanam ak région bi. Peut-être les rencontres c'est juste après avant à l'heure des élections. Voilà élection nag pour gagner ay élection la pour toogaat waaye nekkul pour tabax li ma doon wax ci port bi yëpp pétrole bi am fii suñu département dans le département de Fatick Sangomar mais ñun ba léegi mënuñu toog pour xool lan lañ ci mën a jëlee nan nañu mën a defaroo ba loolu su yegsee ñu mun ci jël liñ ci war a jël loolu moom man mosuma ko gis fii. Donc au plan local il faut que ñu toogaat lu ñu xool suñu ni ñu toogee ñu xam ne politique du loolu nekkul ne fexe ba kii ma dugal ko ci pot ba kenn dootu ko gis man kese ma ne ko waa Soleil loolu amul fenn ku ko fi def doo dem fenn résultat yi noonu kii parce que communauté ñi koy développer ce sont les différentes composantes kii médecin la ah ñu jékki-jékki ñu ne nañu def consultation médicale gratuite mu doon lu important kooku indi xam-xam indi ay invité ay nitam parce que médecin la moom xam yeneen médecin dem fële ñu may ko garab ñu indi ñun aussi ñu yokk ñu indi ko pour la population keneen ki nekk un ingénieur agronome mun na dimbalee de ce côté ainsi de suite donc affaire bi mooy mobiliser waat communauté à Fatick mobiliser waat cadre yi ñu jéem a retrouver suñu unité d'abord pour élection yi di ñëw ñu fexe comme ni ma ko waxee pouvoir bi ñu conserver ko suñu loxo continuer héritage bi ñu Macky Sall jox mais aussi jéem a xool en plus de état bi li muy def au niveau de Fatick nan nañu mën a gën a booloo gën a déggoo et puis di waxtaan suñu biir. waaw monsieur Mbodj noo comprendre parmi ñi nga xam ne bëgg nañu succès de président Macky Sall noo mën a comprendre amul benn cas bu jógee Fatick bon mis à part le premier ministre de l'époque Abdoulaye Dione loolu noo ko mën a comprendre. bon man nag am na benn constat bu ma def au plan politique majorité bi dem na ba fabriquer benn machine électorale mais li ñu toog ak suñuy militants di waxtaan ak ñoom di leen yee di yëkkati seen niveau de compréhension politique néew na toog peut-être que jot bi moo ñu ko permettre maintenant nag comme on dit élection présidentielle c'est un contrat ou c'est un pacte entre une personne et le peuple maanaam Matar yow tey luñ la pousse te yow population bi amul ñun la fuñ la teg ak fuñ la féete du sotti yow aussi yaay xoolal sa bopp est-ce que yow mat nga est-ce que am nga épaisseur bi est-ce que am nga envergure bi pour ne man tey war naa mën a doon président loolu c'est au niveau individuel parce que dañu ne ku bëgg a nekk président déclaré man de Boubacar Mbodj nekkaguma président xalaatuma ko sax pas que je n'ai pas de capacités techniques et tout mais au plan politique parce que aussi soo bëggee doon président Sénégal mais il faut que ñu xam la fa nga dëkk ñu xam ma fii Fatick mais aussi waa Kolda xam ma waa Diourbel xam ma ainsi de suite waaye soo bëggee jóg en 6 mois alors que yow Tambacounda kenn xamula fa Diourbel kenn xamula fa nga bëgg en 6 mois loolu yëpp nga bu ko fi sottil day métti. peut-être campagne électorale bi dina ko def. non campagne électorale taxul nga xam nit. xam nit moo di ne gox bu nekk nga am fa ñoo xamante ne tey soo bëggoon wax politique nga woo leen mun a diisoo ak ñoom. Macky Sall bi muy wut réew mi boobu gox boo dem Sénégal am na ñoo xamante ne mun na toog ci ab néeg wax ak ñoom mais munoo doon koo xamante ne yow fa nga dëkk rek lañ la xam ah nga ne jóg de waaw mun na am mais daal c'est pas la chose waaw c'est pas le meilleur profil. c'est pas adéquat il faut nga doon nit koo xamante ne avant élection bi di ñëw sa jaar-jaar tax na ba nga saafantoog dëkk bi ci li ci ëpp ba ñu mën a wax ni gox boo gis fii am nga fi ay nit ñoo xamante ne xamante ngeen même su fekkee ne ànduñu ak yow mais parti bi ak liggéey bi tax na ba ngeen xamante mun a jokkoo ba autour d'un projet parce que après il faut convaincre les gens xam nga ba léegi waxuñu programme ba léegi waxuñu lan la ñu tegal Sénégalais yi kenn waxagu ko mais boobu nag la ñuy convaincre am na. peut-être que candidats yi bëri nañ. voilà c'est ça. nous sommes présentement à plus de 40 candidats. voilà élection présidentielle yi. voilà
Mais c'est l'éclatement de la vie politique au Sénégal, le nombre de partis. Ça, c'est une plaie dont on parle depuis très longtemps. Et je crois qu'il faut rationaliser. Je rappelle que Mauritanie, nous avons une frontière. Le président Aziz, le phénomène a commencé à prendre ampleur. Il a fait coup d'élection. Tu as 3% de l'électorat. Il a dissoudre sa partie. Et les 3/4 des partis politiques en Mauritanie ont été dissous à l'issue des élections législatives. Et vous avez fait Sénégal. Ah, waouh! Tchao, mais aussi. Sur le Réumi, dans le mot parti. Sur le Réumi. Avec Fini Bogé Réumi. Parti qui approprié. Parce que aussi, parti, moi, indi, il n'y a que président. Mais après aussi, moi, je suis mon lay gunge pas seulement ci ay mobilisation ay meeting mais ci xalaat ci tëgg ay programme ci perspective économique ci aussi di nga toogee au plan international on n'a pas parlé parce que je disais que Matar il faut qu'on parle aussi président su fi jógee avec tous les succès diplomatiques qu'il a eu bon lan la ñu mën a xalaat pour moom waaw man de am naa ci yéene te bëgg naa ñu ñëw ci mais ce que je veux dire mooy parti boo xamante ne yow même pour am personnel bi looy toogal ci bureau de vote yi mënuloo ko am mais franchement bon nit ñi daal suñu au moins amoon ay passerelles. Voilà, vous, monsieur Boubacar Mbodj, vous voulez aborder le destin de l'après Macky Sall. Là-dessus, qu'est-ce que vous allez dire? Ce que je peux dire, c'est des souhaits. Et c'est la continuité de ce que j'ai dit sur les succès diplomatiques du président de la République, qui aujourd'hui est un pion essentiel dans l'échiquier diplomatique de l'Afrique. Vous voyez que ce n'est pas pour rien qu'il a été déplacé jusqu'en Russie. Et donc, tout ce que nous avons dû dire ici, d'abord la configuration de l'Afrique dans le concert des nations, avec les décisions qui nous sont, disons, que nous n'avons pas choisies. La marche des institutions, l'implication du président dans les processus de recherche de la paix. Et ensuite, au plan économique et social, l'expérience que le président a eue au niveau local, au niveau du Sénégal, en essayant de, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ses équipes, de mettre en place des choses réfléchies, pensées par nous-mêmes et mises en œuvre par nous-mêmes. Cette expérience-là, à mon avis, devait pouvoir aujourd'hui servir toute l'Afrique. Et la meilleure façon de le faire après l'Union africaine, ce serait peut-être qu'aujourd'hui, que le président, que l'Afrique puisse le supporter pour que, après Kofi Annan, qu'on ait un second Africain qui dirige l'institution onusienne. Moi, je vois bien le président Macky Sall être le prochain secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi faire? Pour utiliser, disons, les capacités de dialogue, parce que ça, c'est un attribut quand même des pays africains. Nos traditions, nos cultures nous prédisposent donc au dialogue et à rapprocher les positions pour des compromis dynamiques. Deuxièmement, la situation de l'Afrique au plan économique fait qu'aujourd'hui, si nous avons un autre Africain à la tête du système des Nations Unies, il serait capable de mieux pouvoir adresser, aussi bien sur les questions économiques que sur les questions climatiques, parce que c'est l'Afrique et les pays pauvres qui subissent le plus la péjoration du climat. Alors, donc sur ces questions-là, le président pourrait être, disons, d'un apport précieux pour un monde beaucoup plus, disons, solidaire, un monde... regardez, prenez l'exemple de l'immigration clandestine avec ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Mais aussi de tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans le désert ou dans l'océan. Alors, c'est incompréhensible au XXIe siècle que l'Afrique soit, et le tiers-monde soit emprisonné, disons, dans ces difficultés-là, encore que même de l'autre côté, la prospérité dont on parlait, bon, elle est même discutable maintenant. Donc c'est le monde globalement qui est difficile. Et le monde doit construire de nouvelles voies de sa prospérité. Et je crois que ce serait excellent que nous ayons un Africain, en l'occurrence le président Macky Sall, à la tête de ce système-là, pour changer aussi bien les questions de sécurité. Vous avez entendu le combat du président pour
la place de l'Afrique au Conseil de sécurité, son combat au sein du système de Bretton Woods, Banque mondiale, FMI, sur la question du financement du climat. Sur toutes ces questions-là, je crois que le président aujourd'hui a engrangé une expérience telle qu'il pourrait servir non pas seulement l'Afrique, mais toute l'humanité. Et ça, en tant que un de ses collaborateurs, c'est un des souhaits le plus ardent que je puisse avoir pour lui. Maintenant, s'il fait un mandat à l'ONU, si la voie est tracée, pourquoi pas ne pas revenir pour qu'il y ait un autre mandat ici au niveau du Sénégal. Mais en tout cas, je vois bien un mandat onusien prolongé, l'expérience extrêmement riche qu'il a eu à totaliser au niveau du Sénégal comme président de la République. Voilà. Monsieur Boubacar, le dernier mot, ce sera quoi? Le dernier mot, c'est peut-être à l'endroit de la jeunesse. Pour dire que nous avons beaucoup d'empathie vis-à-vis de la jeunesse. L'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre et de ressentir soi-même ce que l'autre est en train de ressentir et de pouvoir le comprendre. Mais dans la vie, de manière générale, nous tous, nous sommes des adultes, nous avons eu une petite expérience de la vie, mais ce que nous retenons, c'est que si vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas les résoudre n'importe comment. Vous aurez autre chose, mais pas la solution. Chaque problème, c'est vrai, a une solution, mais n'a pas n'importe quelle solution. Et donc, quand on voit le comportement de notre jeunesse actuelle, c'est très dur à supporter pour quelqu'un qui aime son pays et qui comprend que l'avenir de ce pays-là est entre les mains de la jeunesse. Mais nous appelons les jeunes à plus de retenue dans leurs décisions, dans les voies qu'ils empruntent pour essayer de régler leurs problèmes. J'ai l'habitude de donner l'exemple d'un de mes frères qui a été en Espagne, qui a vécu dans une petite ville pendant très longtemps. Et à un moment donné, il y a eu une vague d'immigration. Mais la façon de vivre de ces jeunes dans les rues de cette petite ville d'Espagne a été telle que ce dernier a été obligé de quitter la ville et de déménager. Parce que c'était insoutenable. C'était insoutenable. Parce que si vous arrivez aujourd'hui en Europe, vous n'avez même pas 50 € dans votre poche. Comment vous faites pour manger? Les systèmes occidentaux sont des sociétés hyper organisées. Par exemple, en France, si vous arrivez, vous ne pouvez avoir aucun papier si vous n'avez pas la sécurité sociale. Par exemple, si vous n'avez pas votre visa, des papiers légaux, vous ne pouvez pas aller à l'hôpital. À part aller à l'hôpital, les médecins, à cause de leur serment d'Hippocrate, quand quelqu'un vient, ils te soignent d'abord, ils regardent le reste après. Que vous ayez des papiers ou pas. Mais à part ça, je ne vois pas ce que vous pouvez faire dans un pays occidental quand vous n'êtes pas dans la légalité. Tout ce que vous pouvez faire, vous le ferez dans la clandestinité. Alors, si vous quittez le Sénégal, vous n'avez pas de métier. Vous n'êtes ni électricien, ni plombier, ni maçon. Vous n'avez pas de métier du tout, vous n'avez pas de diplôme. Vous descendez comme ça en Europe. Mais vous êtes parti pour souffrir. Vous êtes parti pour vivre des situations intenables. Sans compter les pertes de vies humaines. Donc nous appelons la jeunesse à reprendre conscience. Et savoir aussi que c'est le monde qui va mal globalement. Ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit. Moi j'ai fait récemment un séjour en France. Je suis passé dans une ville que je connaissais bien, mais je vous assure que j'ai été choqué par le nombre de gens dans la rue, qui habitent dans la rue, qui ont perdu leur emploi, le nombre de cafés fermés, le nombre de restaurants qui ont fermé à cause de la crise. Donc, il ne faut pas croire que l'herbe est plus verte dans le jardin du voisin. C'est faux. C'est faux. Il nous faut rester ici, se battre ensemble, construire ensemble, évidemment, dans le jeu de la démocratie. Si on pense que Macky Sall n'a pas bien fait ou n'a pas assez fait, on peut lui demander, on peut contester, on peut pousser pour que ça aille mieux. Mais faisons-le dans les règles de l'art. La vie humaine, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Comment pouvez-vous avoir un projet au-delà de votre vie?
Si vous êtes mort, il n'y a plus de projet. Ça n'a pas de sens. Donc on doit d'abord se préserver en tant que jeune pour demain pouvoir jouer le rôle attendu de vous dans le pays. Se former, fonder un foyer et puis arrêter les discours simplistes. Je n'ai pas intérêt à ça parce que je n'ai pas ça. Mais à un moment donné, mais moi aussi je n'ai rien du tout. J'ai quitté mon Fatick natal, je suis allé à Dakar, mais je vous assure que les jours où j'ai mangé du tchaf à midi, mais ça ne se compte pas. Mais il a fallu se battre, malgré les difficultés. Mais aujourd'hui, je me suis réalisé, on ne peut rien construire de bon dans la vie sans avoir souffert, sans avoir construit, sans s'être battu corps et âme. Et moi, c'est le message que je voulais lancer. Dire aux jeunes que la situation est difficile, on comprend très bien, mais il faut avoir foi à l'avenir et que arrêter de penser aussi que ça, c'est souvent les gens de PASTEF qui pensent qu'ils ont le monopole du patriotisme et de l'amour du pays. C'est faux. Peut-être que Matar qui est là a plus d'amour pour mon pays et peut-être même souffre pour mon pays autant que moi-même. Personne ne peut revendiquer l'apanage, cet apanage-là, du patriotisme, de l'amour de son pays. Donc respectons-nous et ayons de bons préjugés l'un vis-à-vis de l'autre pour aider notre jeunesse à sortir de cette situation-là. Le pétrole et le gaz dont j'ai parlé, sans vouloir faire des mirages ou promettre des choses irréalisables. Si nous travaillons bien, nous pouvons petit à petit sortir le pays de ces difficultés. Vous avez parlé de travail bien, ça veut dire, qu'est-ce que vous entendez par si nous travaillons bien? Quand je dis nous travaillons bien, c'est qu'il y a des pays qui ont découvert le pétrole et qui ne se sont pas développés. La ressource est là, mais ils n'ont pas atteint les niveaux de développement. Ça veut dire que ce n'est pas une autoroute. C'est une route escarpée. Il y a des montagnes, il y a des virages très serrés. Voilà, ça glisse parfois. Et il faut gérer tout ça avec de la rigueur, avec de la constance et avec du sérieux. Voilà, c'est le dernier mot. Voilà, nous allons terminer l'émission de Moussine par l'appel de M. Boubacar Mbodj, ministre conseiller du président de la République, chargé de l'énergie et des questions environnementales. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'était votre émission de Moussine, ici sur MCM TV et sur MCM Radio 94.8. Éducation sur MCM TV, culture sur MCM TV, politique sur MCM TV, santé sur MCM TV, divertissement sur MCM TV, social sur MCM TV, économie sur MCM TV, religion sur MCM TV, l'actualité sur MCM TV. MCM TV, votre chaîne l'actualité en temps réel.